Monsieur Wonka, moi c'est Violette Beauregarde. Oh, peu m'importe. Après une première adaptation du roman Charlie et la chocolaterie, en 1971, que l'auteur du livre n'aimera pas du tout, Warner Bros. En 1991 entame des discussions avec la famille de l'auteur, mort un an auparavant, pour pouvoir acheter les droits et faire une nouvelle adaptation. Un accord sera trouvé entre la famille et le studio Warner Bros. Avec une clause qui laisse un contrôle artistique à la famille de l'auteur, un contrôle artistique sur le choix des acteurs et du réalisateur. Nous sommes donc au début des années 2000 et le scénariste Scott Frank est engagé pour écrire le scénario du film. Étant lui-même fan du livre, il décide donc d'écrire un scénario très proche de l'œuvre d'origine, beaucoup plus que l'adaptation de 1971. Avant que Johnny Depp soit le Willy Wonka final, c'est Nicolas Cage qui était envisagé pour jouer ce personnage. N'ayant toujours pas trouvé son acteur principal, nous arrivons donc au début de l'année 2002 et d'autres scénaristes s'essayent, puisque le précédent scénariste aura dû quitter le navire pour aller écrire un autre film. Ces nouveaux scénaristes écrivent plusieurs scénarios, plus ou moins fidèles au livre de base, mais cela ne mènera jamais à rien. Le patron de la Warner décide donc de choisir lui-même qui incarnera le personnage. Et son idée lui dit de choisir le grand Jim Carrey pour interpréter Willy Wonka. Malheureusement pour lui, et heureusement pour Johnny Depp, la femme de l'auteur du roman, ayant le droit de parole sur les choix artistiques, refusera catégoriquement le choix de Jim Carrey. En 2003, plus de 5 ans après l'achat des droits par le studio, Warner Bros. Met enfin la main sur son réalisateur, Tim Burton. Tim Burton qui venait de réaliser La planète des singes en 2001, ainsi que Big Fish en 2003. Terrain libre donc pour ce génie de la réalisation, qui accepte le projet et qui est validé par la famille de l'auteur. Confiance toute donnée à Tim Burton puisque par le passé, il aura produit une adaptation d'un des romans de ce même auteur, James et la pêche géante. Tim Burton déclarera que la version du scénario écrite par Scott Frank au début des années 2000 était la meilleure qu'il n'ait jamais lue, mais que malheureusement le projet n'avait pas abouti et que le scénario n'avait pas été terminé. Allez, continuons la visite. Burton se rapprocha évidemment de la famille de l'auteur durant le chantier du film et aura accès à plusieurs ébauches du roman sorti en 1964, qui était très différente du livre final. Dans l'un des textes d'origine, l'un des enfants qui visite la chocolaterie s'appelait Herpès, mais évidemment l'auteur abandonnera cette idée. En décembre 2003, Tim Burton appelle à la rescousse le scénariste de Big Fish pour écrire celui de Charlie et la chocolaterie. Le temps passe, nous arrivons donc au début de l'année 2004, un réalisateur, un scénariste, rampe de lancement parfaite. De nombreux passages du livre qui n'étaient pas dans l'adaptation de 1971 seront incorporés à la version 2005 de Tim Burton, comme par exemple la construction du palais en chocolat pour le prince indien ou encore l'attaque des écureuils sur Veruca. Tim Burton et son scénariste prendront quand même quelques libertés pour pouvoir élargir les horizons et notamment exploiter les origines de Willy Wonka, en créant notamment son père, le docteur Wilbur Wonka, qui n'existe pas du tout dans le roman d'origine. Il devra tout de même convaincre la famille de l'auteur pour qu'elle accepte ce nouveau personnage. Tim Burton trouvait que le fait de parler de la jeunesse de Willy Wonka créerait un affect, plutôt que de juste voir un mec bizarre dans une chocolaterie. Pour la scène où Willy Wonka rend visite à son père, des années après l'avoir vu, Tim Burton s'est inspiré de sa propre vie. Un an auparavant, Tim Burton, qui n'était pas très proche de sa maman, lui rendit visite alors qu'elle était mourante et il s'aperçut que sa maman avait affiché sur les murs des posters de tous ses films. Parallèle donc avec la scène du film dans laquelle le père de Willy a affiché au mur tous les articles de presse concernant son fils. Dans la première version en projet, Warner Bros. Voulait supprimer Monsieur Bucket, le père de Charlie, et voulait que Willy Wonka soit la seule et unique figure paternelle du film. Tim Burton n'était pas tellement d'accord avec cette idée et il dira au studio que Willy était trop chelou pour être un père. It doesn't really do anything. Maybe we should get rid of the father because Willy Wonka is like a father figure. And I go, well, Willy Wonka is not a father. Yeah. Mr. Wonka, I'm Violet Beauregard. I don't care.
I certainly wouldn't want him as a father figure, and that's not really the point of him as a character. Avant que Tim Burton n'arrive sur le projet et qu'il fasse venir son fidèle acolyte Johnny Depp, il n'y a pas que Jim Carrey ou Nicolas Cage qui ont été envisagés, mais également Will Smith, Brad Pitt, Ben Stiller, Michael Keaton, Adam Sandler ou encore Patrick Stewart. Michael Jackson aurait également voulu le rôle et même composé quelques chansons pour le film secrètement. Warner aura vent des chansons, les écoutera et les aimera, puis proposera un petit rôle à MJ. Mais Michael Jackson, étant très déçu de cette proposition, refusa, puis décida donc de ne jamais partager la musique qu'il avait composée pour le film. Le chantier maintenant lancé, il est donc temps de trouver le casting du film. Si son acolyte Johnny Depp n'était pas disponible pour l'occasion, Tim Burton avait bien un plan B. Il avait l'intention de proposer le rôle de Willy Wonka, accrochez-vous bien, à Dwayne Johnson, alias The Rock. Malheureusement pour Dwayne Johnson, Johnny Depp venait d'exploser littéralement avec Pirates des Caraïbes. Un réalisateur, son personnage principal, il est maintenant temps d'approfondir le casting. Le personnage de Charlie sera le plus difficile à trouver jusqu'au jour où Johnny Depp conseillera à son ami Tim Burton d'engager le jeune Freddy avec lequel il avait déjà joué dans un film précédemment. Pour le tournage réalisé en Angleterre, en partie au Pinewood Studio, le projet était de construire quelque chose de très froid vu de l'extérieur et plutôt déprimant. Contrairement à l'intérieur de la chocolaterie qui devait être hyper festif et coloré. Pour les besoins du film, des rues, des rangées de bâtiments, des morceaux de l'usine ainsi que la maison des Puckett furent construits dans ces studios de Pinewood Studio. Pour créer les décors et créer certaines pièces de l'usine, ils utilisèrent des vieilles machines à bonbons, des pièces de voitures et tout un tas de choses trouvées par-ci par-là. Pour filmer, ils ont dû utiliser des caméras accrochées à un fil puisque dès que quelqu'un marchait sur l'herbe comestible, l'herbe s'abîmait. On peut la manger? C'est trop bon. Quelle T'aimes grâce. bien? Bien sûr que oui. Pour le chocolat utilisé dans le film, Tim Burton voulait que ça soit le plus proche possible du vrai chocolat. Joss Williams, qui s'occupait des effets spéciaux, décide donc de faire créer un faux chocolat, mais un faux chocolat le plus proche possible du vrai. C'est donc de l'eau avec un épaississant et un colorant alimentaire qui seront utilisés pour créer plus de 700 000 litres de faux chocolat comestible. Le bateau utilisé pour descendre cette fameuse rivière en chocolat comestible aura demandé environ 5 mois de construction avec sa cinquantaine de Oompa Loompa dessus en animatronique. Pour jouer ces fameux Oompa Loompa, c'est l'acteur kényan de 1m32 Deep Roy qui est choisi par Tim Burton. Tim Burton connaissant déjà bien l'acteur puisqu'ayant travaillé avec lui sur La Planète des Singes et Big Fish également, quelques années auparavant. Les scènes de danse des Oompa Loompa prendront 1 mois de répétition pour chacune des scènes et 6 mois de tournage à l'acteur. L'acteur travaillera tellement qu'il sera qualifié par Tim Burton d'homme le plus travailleur du showbiz, tellement il a dû répéter les scènes et s'entraîner à danser. Tim Burton, voulant que le film soit le plus réaliste possible, décidera d'utiliser le moins d'images de synthèse possible. Concernant Willy Wonka, le personnage a beaucoup été travaillé. Pour créer le look de Willy Wonka, ça sera plus de 10 looks différents qui seront testés sur Johnny Depp, avant d'avoir celui que nous connaissons finalement. Johnny Depp étant un excellent acteur caméléon qui s'implique tout le temps à 2000% dans ses rôles, il mettra évidemment sa patte à l'édifice pour construire ce projet et aura l'idée de s'inspirer de Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, pour la coupe au carré et les grosses lunettes. Il déclarera « J'imaginais ça comme les cheveux d'un prince, une frange haute et un carré extrême et très peu flatteur, mais quelque chose que Wonka trouverait probablement cool parce qu'il est enfermé depuis si longtemps. » The character of Willy Wonka, for me, I started thinking about children's show hosts, you know, those guys who talk, "Hi, good afternoon, everyone. Is everyone happy?" That guy. And started talking like, "Good morning. Star shining the earth says hello." Even Tim was like, "Wow." Wow. Pour rendre la scène réaliste, ce sont des vrais écureuils qui ont été utilisés. Tim Burton a fait appel à un dresseur d'animaux qui a dressé une quarantaine d'écureuils pendant plus de 4 mois. Dresser des écureuils pour leur apprendre à s'asseoir, mais aussi à taper des noix pour pouvoir les ouvrir. Ça, c'était pour les écureuils les plus intelligents, puisque les autres un petit peu plus bêtes auront servi de plan B
et auront été dressés à courir après Veruca. Pour toute cette scène donc des écureuils, il y a donc eu une quarantaine de vrais écureuils, mais également des effets numériques et d'autres écureuils en animatronique, pour un nombre d'à peu près 90-100 écureuils au total. Si nous savons tous que dans le cinéma la bande-son a une importance capitale, c'est donc Danny Elfman qui est choisi pour composer la bande originale de Charlie et la chocolaterie. Pour petit rappel, Danny Elfman, c'est la musique de par exemple. Le compositeur désirait trouver un style et l'appliquer à toutes les chansons du film. Mais Tim Burton, encore une fois, n'était pas d'accord avec ce choix et voulait plus de diversité. Si vous faites bien attention, vous constaterez que chaque chanson des Oompa Loompa, lorsqu'un enfant se fait aspirer ou disparaît, il y a différents styles, de la funk, de la pop, du hard rock, etc. Après donc 6 mois de tournage, clap de fin, le film est prêt. Après l'annonce du grand mystérieux chocolatier de la ville, l'annonce d'une chasse au trésor est lancée. 5 tickets d'or seront distribués dans le monde entier pour pouvoir visiter cette chocolaterie qui est aussi étrange que secrète. Les enfants du monde entier se lancent à la recherche de ces fameux tickets d'or. Charlie, vivant dans une famille plus que modeste, finit par trouver le sien. Et c'est donc parti pour un voyage chocolaté plein de magie. Willy Wonka aurait prévu de choisir les enfants lui-même. Plusieurs choses vont dans ce sens. Par exemple, le fait que Willy connaisse le passé des enfants. Lors du début du film, il s'adresse à Mike, le petit geek. Et Mike expliquera qu'il a suivi une sorte d'algorithme pour pouvoir trouver la tablette et que même un débile aurait pu le faire. Un débile aurait pu le faire. Alors vous me direz que Willy Wonka s'est renseigné sur les enfants car il avait pour but de léguer sa chocolaterie, mais ça reste tout de même intéressant comme théorie. On peut donc penser qu'il avait prévu que Mike tomberait sur le ticket d'or. Quant à Charlie, il trouvera comme par hasard un billet juste devant la boutique où était le dernier ticket d'or. Et en plus de cela, à la fin du film, on peut voir que Willy a l'habitude de traîner dans le quartier quand il ira se faire cirer les chaussures. Pour Violette, Willy lui fera goûter sa dernière invention qui n'est autre qu'un chewing-gum. Alors que comme par hasard, la petite fille est fan et championne de mâchage de chewing-gum. Willy dira également qu'il trouve ça vraiment dégoûtant, le chewing-gum. Il trouve ça dégoûtant, mais comme par hasard sera en train de travailler sur un prototype de chewing-gum lorsque la petite fille viendra dans la chocolaterie. On peut donc imaginer qu'il a travaillé cette invention spécialement pour elle. Quand Augustus Gloops tombera dans la rivière de chocolat et que les Oompa Loompa se mettent à danser et chanter, comme pour tous les enfants, le père de Veruca fera une remarque en disant que tout cela semble avoir été préparé. Ne sont-ils pas charmants? Tout cela semble avoir été répété. Comme s'il savait ce qui arriverait. Augustus, la gourmandise, pas besoin d'explication ici évidemment. Charlie serait l'envie, car il n'a rien et voit tous les autres enfants avoir plein de choses, des tablettes de chocolat, etc. Mike, le petit geek, serait la colère, puisque tout simplement nous pouvons le voir en colère à plusieurs moments du film. Violette serait l'orgueil, car elle se la raconte un peu beaucoup en jugeant qu'elle est la meilleure, que les autres sont des nazes. Veruca, évidemment, serait l'avarice, avec tous ses biens, tout ce qu'elle possède, l'argent, la richesse. Le grand-père de Charlie serait la paresse, car si on le pense très malade, à la limite de ne pas pouvoir bouger durant le début du film, lorsque Charlie gagne le ticket d'or, on voit qu'il peut être en pleine forme. Et notre cher Willy Wonka serait la luxure. Par exemple, pour le fait qu'il fasse fouetter une vache d'une manière plutôt étrange. Théorie farfelue mais qui n'en est pas moins intéressante. Cette théorie a longuement circulé sur internet et dit que Willy Wonka serait un cannibale. Willy Wonka ferait venir les enfants pour les faire disparaître un à un. Ce qui pourrait donc coller avec la première théorie qui disait qu'il faisait venir les enfants par choix et non par pur hasard. Pour agrémenter la disparition de chaque enfant, un moment dans une des scènes, Willy parle de cannibalisme et n'a pas l'air très écœuré par tout ça. Everything in this room is eatable. Even I'm eatable. But that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies. Un autre moment du film, lorsque les Oompa Loompa se mettront à chanter, Willy dira « Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un nouveau public », ce qui laisse sous-entendre que ça arrive de temps en temps
à Willy de faire visiter son usine par différents groupes d'enfants. Et certains de ces enfants seraient même l'ingrédient secret de ce fameux chocolat. À noter que dans la version de 1971, des images subliminales apparaissent pendant le cours du film, comme des vers sur un corps, un poulet en train de perdre sa tête ou un œil bizarre. Pendant ce temps, Willy Wonka récitera un poème sur la faucheuse et l'enfer. Alors même si cette théorie est sympa, malheureusement on ne peut pas dire qu'elle soit vraie, puisqu'à la fin du film de 2005, nous voyons bien les enfants repartir de la chocolaterie. Mais rien ne nous affirme que Willy n'a pas mangé de précédents enfants. Mais ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants.